gracias por vuestra asistencia. Hoy, dentro del ciclo El intelectual y su memoria, tenemos el honor de contar con nosotros, junto a nosotros, con la profesora Anne Chen. La profesora Chen es una de las mejores especialistas del mundo en historia del pensamiento chino. Su currículum es excepcional, su currículum docente e investigador. Es la coordinadora y directora del ANCOL, que es el Centro Nacional de Estudios Chinos francés. Y bueno, pues yo quiero en primer lugar darle la más cordial de las bienvenidas a esta facultad, darle las gracias por haber hecho un hueco en su apretada agenda de trabajo en estos días en Granada, donde viene a participar en un encuentro franco-español sobre pensamiento chino. Y al mismo tiempo también agradecer la presencia de doña Marie Lucas, que es la directora de la Alliance Française, el otro organismo que se ha encargado de coordinar estos encuentros franco-españoles aquí en Granada, y a la que le cedo la palabra pues para que salude y diga aquellas cosas que le parezcan más oportunas. Marie. Pues muchas gracias. Ay. ¿No? ¿Funciona? Si no, tengo bastante voz. Bueno, pues sí, es francamente un placer y un honor, efectivamente, como lo acaba de decir el señor decano, recibir a alguien de la importancia de Anne Chen, esta historiadora, investigadora. En Francia empezó en el mes de octubre un año sobre China, y a raíz efectivamente de este año ha habido múltiples y numerosas manifestaciones de todo tipo, brillantes, y la Embajada de Francia ha querido pues recoger, ¿no? y hacer participar a los españoles pues de encuentros que se podían organizar franco-españoles sobre China, invitando en algunas ciudades a pues intelectuales. Se ha hecho, entonces, ha sido una iniciativa de la embajada, y bueno, aquí en Granada pues su colaborador directo es la Alianza Francesa y la editorial Bellaterra. Bueno, agradecemos muchísimo el eco que, bueno, el interés que hemos encontrado directamente aquí en esta facultad y en el ciclo del intelectual y su memoria, para acoger a Anne Chen, porque se inscribe totalmente en la línea de trabajo. Y pues nada más, voy únicamente a decir que en esos encuentros normalmente organizan a veces, vienen conferenciantes intelectuales, sobre todo cuando lo organizan desde Madrid, porque si no, si se organiza directamente, pero vienen a Madrid, Barcelona, y hemos tenido la suerte de poder acoger, y sobre todo, repito, el eco que hemos recibido de parte de esta facultad y de los ciclos tan interesantes sobre el intelectual que se organizan. Muy bien, pues tiene ahora la palabra el profesor Pedro Sanginés Aguilar para presentar a la profesora Chen. Les advierto que la entrevista con la que se va a realizar va a ser en francés, espero que no haya ningún problema, pero en cualquier caso habrá traducción consecutiva, que no simultánea, por parte del profesor Sanginés. Adelante. Bueno. Bien, pues en primer lugar agradecer al decano de la facultad, al profesor Miguel Gómez Oliver, que está aquí, a la Alliance Française, en lo que se ha dicho, y en las relaciones franco-españolas en torno al chino y a todo lo que concierne Asia. Es profesora también Marie Lucas de la Facultad de Traducción e Intérprete. También tenemos que dar las gracias a las ediciones Bellaterra de Barcelona, al señor Joaquín Bertrand, que es su director, y al seminario también que se ha iniciado este año
el Seminario de Estudios Asiáticos de la Universidad de Granada, con la profesora Alicia Relinque. También yo quiero agradecer, aunque sea de forma indirecta, a mi departamento, a Lingüística General y Teoría de la Literatura, que sin este departamento los estudios asiáticos o el estudio chino no existirían. Por lo tanto, a ellos y a todos mis compañeros del departamento el agradecimiento más profundo desde hace muchos años. Gracias a ellos. Y también, y ahora pues, a la profesora Anne Chen, que ha podido venir aquí a Granada, gracias a, como se ha dicho antes, a la Alliance Française, al decanato y también a la Embajada de Francia en España. Vamos a presentar a la profesora Anne Chen, que es profesora del INALCO, que significa Instituto Nacional de Lenguas y Civilización China, que pertenece a la Universidad de París, de Lengua y Civilización Orientales, si no, no va con la O final. También ha escrito bastante, es una gran especialista, yo creo, de Confucio, sobre Confucio, como humanista, y sobre todo hay un gran trabajo que se ha hecho y ha sido traducido también por una gran traductora española, María Elena Suárez, que es este libro, ¿verdad? La historia del pensamiento chino. Yo creo que es una obra impresionante que permite, solo mirándolo, ver la cantidad de pensadores chinos que ha existido a través de la historia. Por lo tanto, algunos que creen que el pensamiento, que la filosofía solo occidental, como he oído algunas veces, pues creo que se equivocan bastante. Yo creo que aquí está todo el significado, desde Confucio a Li Zhi y pasando por otros personajes como Zhu Xi, Tong Zhongshu u otros pensadores. Por lo tanto, yo creo que hay una gran fuente y en este libro lo podéis encontrar y encontrar esa gran riqueza. Bueno, entonces es catedrática también de filosofía china, y investiga, como se ha visto, en pensamiento chino. Bien, yo quisiera ante todo dar la palabra a Anne Chen y hablar un poco de su carrera y cómo ha llegado a los estudios de pensamiento chino. Je voudrais vous laisser la parole et que vous parliez un peu de votre carrière, comment vous êtes arrivé à cette carrière, votre matière, pour commencer. Je parle dans ce micro, oui. Tout le monde m'entend, ça va? Oui. Je voudrais d'abord exprimer ma profonde gratitude à tous mes hôtes ici à Granada, notamment l'université de Granada, représentée par monsieur le doyen, par le professeur Saint-Ginès, et également donc l'Alliance française, représentée par madame Marie Lucas. Je dois dire que je suis vraiment contente d'être ici. Oui. Oui, oui. Pour moi, ça a été en fait presque un pèlerinage vers une ville mythique que j'attendais justement de pouvoir découvrir dans des circonstances telles que celle-ci. C'est-à-dire de pouvoir rencontrer mes collègues sinologues et de pouvoir rencontrer les étudiants de l'université. Et donc là, je dois dire que j'ai été reçue de manière princière, pour ne pas dire impériale. Et donc, vraiment, merci à vous tous, et y compris vous, qui êtes venus aujourd'hui, donc assister donc à cette rencontre. Alors,
comment est-ce que je suis venue aux études chinoises? Alors, je dis toujours que d'une certaine façon, je suis comme... est-ce que vous connaissez le Astérix? Ça vous dit quelque chose? Bon, donc, vous connaissez peut-être le personnage d'Obélix. C'est celui qui est tombé dans la potion quand il était petit. Donc, moi, je suis un petit peu comme Obélix. Contrairement à beaucoup de mes collègues en France ou ailleurs en Europe, moi, je suis tombée dans la potion quand j'étais petite. Étant donné que je suis de parents chinois, je crois que ça se voit à peu près sur ma figure, je suis née dans une famille de lettrés chinois, mais en même temps, je suis née en France, je suis née à Paris, donc je suis un être hybride, c'est-à-dire donc quelqu'un qui est, comme on dit, à cheval sur deux cultures. Alors, les gens me disent toujours avec une certaine envie, ils me disent ça doit être bien d'être à cheval sur deux cultures. En réalité, c'est d'abord inconfortable parce que les deux cultures ont tendance à diverger et donc on se retrouve en fait à faire le grand écart entre ces deux cultures et à être dans une situation non pas comment dire, comme on dirait en anglais, d'avoir the best of both worlds, c'est-à-dire en fait le meilleur de deux mondes, mais au contraire d'être écartelé entre vraiment deux mondes et être ni dans l'un ni dans l'autre. C'est-à-dire que je me perçois comme cet être qui en Chine n'est pas perçue comme tout à fait chinoise, et en France ou en Europe, manifestement, qui n'est pas non plus purement européenne. Donc là, ça commence par cet inconfort et même, je dirais, en fait, du fait de mon histoire personnelle, quelque chose de douloureux même, puisque ma mère a choisi de rentrer en Chine donc, dans les années 60, juste au début de la révolution culturelle, et mon père donc est resté en France. Et donc moi j'ai vécu en fait cette séparation vraiment dans la douleur. Donc il a fallu faire quelque chose de cet écartèlement, de cette expérience de la séparation et même de la division. J'avais l'impression d'être coupée en deux, vraiment. Et donc, d'une certaine manière, non seulement je suis tombée dans la potion quand j'étais petite, mais aussi, je crois que de revenir vers mes sources, ça a été en fait la volonté de faire quelque chose de cette séparation. Parce que sinon, j'aurais pu aussi rester en morceaux, c'est-à-dire vivre dans une espèce de schizophrénie peu fructueuse. Alors que là, donc, j'ai pris la décision, enfin, j'ai eu la volonté en fait de faire quelque chose de cette séparation. Et donc, c'est ça qui m'a, après des études alors purement européennes, je dis toujours que je suis à la fois la fille de mon père et la fille de la République, de la République française. C'est-à-dire que je crois que j'ai reçu d'un côté effectivement une culture de lettrés chinois et de l'autre la culture critique
de la discipline intellectuelle française. Et donc, j'aurais pu effectivement choisir d'être purement européenne, mais à un moment donné, s'est imposée donc la nécessité de revenir donc vers mes sources. Et je l'ai fait justement avec cette volonté de recoller les morceaux, ou plus exactement de refaire une unité, hein, même si c'est de manière volontaire, volontariste et artificielle d'une certaine façon, hein. Mais je crois que en réalité, j'ai découvert plus tard que nous sommes tous des constructions. Même si nous avons l'impression d'avoir une identité très bien définie, je pense que nous sommes tous à la fois le produit de nos origines, mais aussi le produit de ce que nous faisons de nous-mêmes. Et là, en fait, nous sommes d'emblée dans l'enseignement confucéen, parce que Confucius est quelqu'un qui, justement, nous a bien fait comprendre que l'homme n'est pas un donné. C'est quelque chose qui se construit. Nous construisons notre humanité à mesure de notre vie, à mesure que nous nous développons, que nous mûrissons. Donc voilà, je pense que c'est ainsi que j'en suis venue à ces études chinoises. Alors, je dois dire que je trouve un certain épanouissement dans mon activité d'enseignante. Je crois que nous sommes assez nombreux dans cette salle à être justement des représentants de ce merveilleux métier, hein, et je pense que parmi vous, il y en a aussi qui éventuellement aspirent en fait à cette vocation. Et je pense que cet enseignement me permet précisément de me sentir une, et non plus d'être des morceaux de quelque chose, hein. Parce que je travaille à la fois sur des textes en chinois. J'ai la chance de pouvoir enseigner vraiment ce qui m'intéresse le plus, hein. Donc avec mes étudiants à Paris, nous travaillons beaucoup sur les textes, hein, qui sont des textes très beaux, hein, et cette beauté des textes et cet enthousiasme que j'ai pour les textes chinois, que j'essaye de faire partager dans mon livre, et en même temps je m'adresse à des étudiants qui viennent d'une autre culture, hein, et donc je suis perpétuellement en situation de traduction, hein. Et alors là, je crois que nous sommes également aussi plusieurs ici présents à connaître ce que sont les problèmes de la traduction. Même si nous ne sommes pas des traducteurs professionnels, l'enseignement est en soi une expérience de la traduction. C'est-à-dire qu'il s'agit de transférer un contenu autre, un contenu étranger, hein, à justement des auditeurs qui pensent en fait selon d'autres schémas, des schémas différents. Et là, donc, quand nous travaillons sur ces textes chinois, nous sommes en perpétuelle situation donc de traduction. Et donc, d'une certaine manière, c'est cette activité-là qui me permet finalement de faire prospérer, de faire fructifier mon hybridité. C'est-à-dire justement d'assumer le ni-ni, qui serait sinon
difficilement vivable, si vous me comprenez. Voilà. Bueno, para sintetizar un poquito, pero muy rápidamente, puesto que la profesora Anh Chen cayó en la poción mágica de Asterix también, y también porque, para decirlo de forma sucinta, se encuentra entre dos culturas. Yo creo que, desde mi punto de vista solo, eso es el problema de todos los extranjeros cuando adoptan una nueva cultura. Y entonces, para continuar y hablar y decir también que ha dicho que los profesores somos traductores, finalmente, de las culturas para entrar en otras. Quisiera entonces preguntarle también, y cambiar un poco, y preguntarle sobre si cree que el pensamiento chino puede ser útil en la sociedad y en el mundo actuales, ¿no? Vous demandez si vous croyez que la pensée chinoise peut être utile à notre société dans notre monde actuel. Cette question est une question un peu piège. Parce que on peut y répondre de manière très immédiate et je dirais presque idéologique en utilisant, en instrumentalisant justement la montée en puissance de la Chine actuellement. Hein, ça, c'est évidemment un argument objectif qui peut vous convaincre de l'importance de vous intéresser à la Chine, hein, parce que vous allez bientôt être sous la domination chinoise. Il y aura un nouvel impérialisme chinois et par conséquent, autant que vous anticipiez un peu. Hein, bon. Moi, ma réponse sera peut-être d'un autre ordre, parce que je dois dire que je ne souscris pas à cette, disons, forme idéologique de pensée. Encore une fois, je me réfère toujours à quelque chose de très vécu et de très, je dirais presque quotidien. Moi, je n'essaye pas d'être un philosophe ou un penseur qui voit les choses d'un point de vue théorique et je dirais presque du point de vue de Dieu. Hein, vous savez, cette vision en surplomb. Hein. Moi, je suis au milieu des choses. Je suis enseignante et donc je fais ce travail quotidien donc, avec des étudiants. Hein, la question qui se pose n'est pas tellement de savoir si leurs études de chinois vont servir à quelque chose, hein, c'est-à-dire la question n'est pas, ne se situe pas dans une logique de rentabilité. Hein. Je leur dis tout de suite, hein, je préfère les avertir que le travail que nous faisons hein, sur les textes ne sert à rien. C'est-à-dire que ça ne, comment dire, ça n'est pas utile dans un curriculum vitae, hein, ça ne n'aide pas pour la carrière. Hein, le professeur Sankrines me parlait de ma carrière tout à l'heure. Moi, je dois dire que je ne sais pas trop ce que c'est. Hein, j'ai la chance, effectivement, j'estime que j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir faire quelque chose qui m'intéresse, mais je ne pense pas en termes de carrière. Donc, je leur dis tout de suite, en termes de carrière, ça ne sert à rien. Bon, mais en quoi est-ce que cette pensée chinoise peut nous parler? C'est plutôt dans ces termes-là que je pose la question. Hein, parce que nous avons beau
être dans une société qui ne fonctionne que sur le principe de rentabilité. Et même, je dirais que je ne connais pas la situation à l'université ici, en Espagne, à Granada, mais en France, l'université commence elle aussi à être régie par les lois de la rentabilité. Mais tant que nous avons cet espace de l'université, c'est-à-dire un espace de liberté de pensée et de parole, d'expression, il faut le préserver, il faut le maintenir. Et donc, en quoi est-ce que cette pensée chinoise nous parle? Je dirais, en fait, comme je le dis très souvent à mes étudiants, que ce sont en fait, eux, mes étudiants, et vous aussi, qui sont au fond les héritiers de la culture chinoise. Je ne raisonne pas non plus en termes identitaires. Hein. On entend souvent dire, notamment par les Chinois eux-mêmes, que la culture chinoise, il n'y a que les Chinois qui puissent la comprendre, et que vous autres, les étrangers, vous n'avez aucune chance de véritablement la comprendre. Ça, c'est vraiment contraire à mes convictions. Je veux dire, si je pensais ça, je ne ferais pas le métier que je fais, tout simplement. Donc, j'estime que la pensée chinoise a quelque chose à dire pour ce qui est de notre vie. Et après tout, notre vie, c'est quand même ce qu'il y a de plus fondamental. Certes, le développement économique est important, surtout dans nos sociétés dites développées, et je pense que nous sommes tous d'accord que gagner de l'argent, c'est pas désagréable, et même il le faut. Bon, mais ça ne nous dispense pas de vivre, et de vivre en tant qu'être humain, et en tant que les meilleurs êtres humains possibles. Bon, donc, et ça, je pense que c'est de ça que parlent nos auteurs chinois, c'est-à-dire qu'ils prennent les choses, comme ils disent eux-mêmes, à la racine. Pour eux, la priorité, c'est travailler à la racine. Je dis toujours à mes étudiants que les penseurs chinois sont des penseurs paysans. Ce sont des penseurs jardiniers. C'est-à-dire qu'ils connaissent bien le processus vital des cultures, des plantations, etc. Et donc ils savent qu'un arbre ne se développe pas par les branches, il se développe par la racine. C'est ça qui est premier. Vous avez constamment chez les auteurs chinois cette métaphore de la racine et des branches. Et les auteurs chinois insistent toujours sur le fait que le travail se fait à la racine. Alors évidemment, le travail à la racine, c'est un travail qui n'est pas toujours gratifiant parce que il ne se voit pas. Le professeur Saint-Ginès tout à l'heure me parlait justement de tout ce travail à la racine qu'il a fait pour introduire donc les études chinoises ici à Granada. Et donc c'est un travail qui ne se voit pas au début. Mais après, l'arbre pousse, se développe, et ensuite développe des branches. Et donc là, nous avons vraiment en fait une sorte de priorité de ce travail qui ne se voit pas, mais qui est fondamental. D'une certaine manière, je verrais le principe de rentabilité plutôt dans les branches. Parce que si nous ne parvenons pas à vivre comme des êtres humains valables, à quoi est-ce que ça nous servira de gagner beaucoup d'argent?
creo que en las ideas principales, pues, y las ideas que ha dado lo de la herencia, nosotros y todos los estudiantes son herederos de los antiguos pensadores chinos y por lo tanto es importante. También que no solo los chinos pueden comprender la cultura o el pensamiento chino, sino que es algo humano y por lo tanto todos podemos entenderlo. Después también en cuanto al pensamiento chino, que es finalmente un elemento importante, es que va o empieza la raíz de todas las cosas. Yo creo que es una de las ideas más interesantes en esto frente a otros pensamientos. Entonces quisiera hacer otra pregunta. ¿Cuáles pueden ser las relaciones entre el pensamiento occidental y el pensamiento chino? Comment peut-être alors, avec ce que vous avez dit, les relations entre la pensée occidentale et la pensée chinoise? Là aussi, vaste question, mais à laquelle on peut répondre également par la pratique. Là aussi, je préfère ne pas donner directement dans un discours théorique, parce que je pourrais vous faire des considérations très intellectuelles sur, par exemple, la méthode comparatiste. Parce que ça, c'est évidemment ce qui se profile en très gros derrière la question. Alors, il est vrai que quand on est justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, en situation de traduction, en fait, on fait d'une certaine manière du comparatisme. C'est-à-dire que, par exemple, quand je parle à mes étudiants de la dynastie Han, la dynastie Han, c'est celle qui est venue après le Qin, c'est-à-dire donc comme vous le savez peut-être, donc la fondation de l'empire centralisé avec le premier empereur Qin Shi Huangdi, donc en 221 avant Jésus-Christ. Donc cette dynastie Han qui est venue tout de suite après a duré 4 siècles. Alors j'essaye justement de donner une idée de ce que représentent 4 siècles, parce que quand le professeur dit la dynastie a duré 4 siècles, je sens que ça passe au-dessus de la tête des étudiants qui voient ça de manière très abstraite, et je leur rappelle toujours que 4 siècles, c'est la durée qui nous sépare de la Renaissance, ici en Europe. Bon, donc ça vous donne en fait une idée de l'échelle dans le temps. Une dynastie qui a duré 4 siècles, c'est quand même une dynastie qui a eu le temps d'imposer certaines structures. La dynastie Han a été celle qui a mis en place les structures de l'empire chinois, qui, comme vous le savez, a quand même duré 2000 ans, bon, et d'imposer une certaine vision du monde. Donc là, je vous ai simplement donné un exemple d'une certaine forme de comparatisme, c'est-à-dire que là aussi, on traduit dans des termes qui sont immédiatement intelligibles pour le public auquel on s'adresse. Bon. Mais moi, je ne suis pas en fait adepte de la méthode comparatiste par principe. Je préfère procéder de manière empirique. C'est-à-dire, je dis toujours que par rapport à certains de mes collègues français, et je dirais plutôt parisiens, et je dirais même plutôt du quartier latin, qui sont très intellectuels et qui aiment beaucoup la théorie, moi je suis un artisan
ou je fais du bricolage. Hein. C'est-à-dire que je pars des textes et à partir des textes, j'essaye de les... Je ne sais pas si je pense qu'on peut utiliser le même mot en espagnol. J'exprime les textes, comme on exprime le sumo, là, hein, le jus. Hein. Bon, je les exprime au sens étymologique du terme. Hein, c'est-à-dire, je les prends comme un lemon, hein, un citron, hein, et je leur fais rendre du jus. Hein. Bon, parce que sinon, si vous lisez ces textes comme ils sont, hein, vous ne comprenez rien. Hein. C'est-à-dire, vous ne comprenez rien non seulement parce que c'est du chinois, hein, mais c'est pire, c'est-à-dire que ce sont des textes qui se présentent de manière complètement différente de ceux des textes qui vous sont familiers. Hein. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous connaissez? Vous connaissez les dialogues de Platon, vous connaissez peut-être je ne sais pas moi, les traités de théologie, vous connaissez Kant, vous connaissez la philosophie dite occidentale, bon, qui se présente de manière dialectique. Hein. Or, ici, vous avez des textes, hein, qui disent quelque chose, hein, mais vous ne comprenez pas où ils veulent en venir. Hein, c'est-à-dire que vous avez des suites de phrases, hein, et vous n'arrivez pas à comprendre, en fait, où ils veulent en venir. Où est l'enjeu du texte? Pourquoi est-ce que ce texte a été produit? Pourquoi est-ce qu'il a été écrit? Vous ne comprenez pas, au prime abord. Donc là, il s'agit vraiment de faire ce travail sur les textes, c'est-à-dire de les hein, comme on fait de la pâte, hein, il s'agit de la travailler, hein, vraiment avec les mains, hein, pratiquement, bon, pour leur faire rendre du sens. Hein. Et c'est comme ça que je pratique justement mon comparatisme. Hein, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là que se joue justement la confrontation, hein, de schèmes de pensée chinois, hein, et de schèmes de pensée dits occidentaux, je préfère dire européens. C'est-à-dire que, par exemple, et c'est là que je trouve tout l'intérêt de mon travail d'enseignement, c'est dans les questions que soulèvent les étudiants. C'est-à-dire que très souvent, nous rencontrons donc des notions que vous connaissez peut-être. Alors, vous avez d'énormes notions comme le Tao, hein, le Qi, hein, le Ren, etc. Bon, et alors, les étudiants commencent toujours par me demander qu'est-ce que c'est. Hein. Qu'est-ce que c'est que le Qi? Qu'est-ce que c'est que le Tao? Hein. Alors qu'en réalité, la première question à poser serait plutôt, hein, comment ça fonctionne? Hein. Alors, le qu'est-ce que c'est, ça vient en fait d'Aristote. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ça, hein, mais je crois que la philosophie dite européenne, hein, nous a habitués à penser en termes d'essence. Hein. C'est-à-dire que la philosophie grecque, hein, pose toujours la question, hein, de savoir tel concept, hein, qu'est-ce que c'est, hein, qu'est-ce que c'est que le beau, hein, qu'est-ce que c'est que le bon, etc. Hein. Et pourquoi ça? Parce que les langues indo-européennes, hein, qui sont à la base de notre culture donc européenne, sont des langues où prédomine le substantif, hein, c'est-à-dire en fait les noms. Hein. Et donc, vous avez par exemple, aussi bien en sanskrit
qu'en latin, par exemple, cette façon de substantiver les mots, hein, c'est-à-dire, par exemple, caritas, humanitas, etc., le suffixe en tas, hein, que vous avez en sanskrit aussi, hein, sert en fait à substantiver un mot. Hein. Et donc, dans notre travail de traduction des textes chinois, nous nous heurtons constamment à ce problème. C'est-à-dire que, en fait, vous vous apercevez que les mots chinois, notamment dans la langue ancienne, dans la langue classique, peuvent fonctionner aussi bien comme des noms que comme des verbes ou des adjectifs ou des adverbes. Ils sont multifonctionnels. Alors que quand vous traduisez dans une langue européenne, hein, vous devez constamment substantiver. Hein. Et alors là, déjà, ça fausse la compréhension. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous vous trouvez devant un mot qui revient tout le temps dans les textes, le mot tienne, le mot ciel, hein, vous le traduisez évidemment par un substantif. Hein, et vous le comprenez comme un substantif, c'est-à-dire comme une essence. Bon, alors qu'en chinois ancien, tian, ça peut être un verbe. Hein, c'est-à-dire, vous avez ça dans Zhuangzi par exemple, hein, Zhuangzi qui nous dit, hein, le mieux c'est de tian, c'est-à-dire de scieler et d'être le moins possible c'est tian puran, c'est-à-dire en fait d'être le plus possible du côté du ciel et le moins possible du côté de l'homme. Hein. Mais en fait, en chinois, ça fonctionne comme des verbes. Hein, c'est-à-dire, il s'agit de scieler beaucoup plus que d'humaniser. Donc là, c'est en travaillant sur les textes, hein, que s'opère justement cette fameuse méthode comparatiste, et non pas justement dans des idées générales. Hein. Voilà. Para sintetizar tan brevemente es difícil, pero solo quizá repetir lo que ha dicho en lo que es para ella el trabajo de pensamiento, que es finalmente un trabajo de artesano y sobre todo se aleja muchísimo de los conceptos teóricos. Y por otra parte, quizá una de las aportaciones en este pequeño discurso es sobre las palabras. Y como traductora, como persona que está entre dos culturas, pues esas palabras en Europa para ella pues son más sustantivaciones que existen, mientras que en China tiene la palabra multifuncionalidad. Por lo tanto, puede ser verbo, adjetivo u otras formas, lo cual permite trabajar en comparación, en estudios comparativos, pero sobre todo a través de eso, a través de las raíces y a través de los textos o a partir de los textos. Bien. Ahora quisiera pasar a su libro. Je voudrais parler un peu de votre livre. Y solo esto. Después de las aportaciones de Marcel Granet con su libro La pensée chinoise, el pensamiento chino, en los años 30, y luego reeditado en los años 60, y después de las aportaciones del filósofo chino Feng Youlan con su libro sobre historia de la filosofía china, ¿qué piensa de estos intelectuales y cuáles son sus aportaciones suyas à esos magnifiques trabajos? Après les contributions de Marcel Granet sur son livre des années 30 et après sa réédition dans les années 60, et après les contributions du philosophe Feng Youlan, très connu et étendu dans le monde, Histoire de la philosophie chinoise, que pensez-vous de ces intellectuels et quelles sont vos contributions vous-même à ces travaux magnifiques? Comment vous vous situez? Je dirais d'abord que je ne prétends pas me situer
à côté de ces monuments de la sinologie mondiale, simplement, je peux dire quelques mots donc sur chacun de ces monuments. Alors, en commençant peut-être par, dans l'ordre, oui, enfin plus ou moins chronologique, par l'immense monument de Fengyolan, qui a donc conçu la première version, parce qu'il y en a eu beaucoup, de sa Zhongguo Zhexue Shi, c'est-à-dire donc de son histoire de la philosophie chinoise. Qui a été publié donc dans sa première version dans les années 1930. Alors, Fengyolan fait partie donc de ces intellectuels chinois qui ont commencé à être actifs peu après le mouvement du 4 mai 1919. Qui est un mouvement, disons, intellectuel de très grande ampleur, qui a marqué, on pourrait dire, le début de la volonté de modernité intellectuelle chinoise au début du XXe siècle. Et donc, on pourrait dire que le projet de Fengyolan était de montrer que non seulement il y a une philosophie chinoise, donc il a utilisé volontairement ce mot zhexue, qui est un néologisme inventé par les Japonais à la fin du XIXe siècle pour traduire la notion occidentale de philosophie, qui n'existait pas donc dans la culture autochtone. Fengyolan s'empare donc de ce néologisme pour affirmer non seulement qu'il y a une philosophie chinoise, mais que, en plus, cette philosophie, elle a existé avant la philosophie européenne, avant les Grecs, et que dans cette philosophie existent toutes les catégories de la philosophie occidentale. Donc, le projet de Fengyolan était un projet, on pourrait dire, militant, pour montrer que la Chine a eu une logique, a eu une épistémologie, etc., etc., avant même les Grecs. Bon, donc là, vous avez un projet qui est... je dirais, de type justement identitaire, c'est-à-dire donc qui essaye de prouver quelque chose. Pourquoi est-ce que c'était tellement important, parce que au début du XXe siècle, ou je dirais même à partir de la fin du XIXe siècle, les intellectuels chinois, qui étaient en fait des lettrés de type traditionnel, ont pris conscience que la suprématie occidentale n'était pas seulement dans la technologie et dans comment dire, la supériorité matérielle, c'est-à-dire pas uniquement dans les canons, dans les bateaux, etc., mais qu'elle était également, et ça ils en ont pris conscience assez tard, elle était également dans leur religion et dans leur philosophie. Et c'est donc à ce moment-là, donc de façon assez tardive, c'est-à-dire à partir de la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, que la philosophie devient un enjeu central. C'est-à-dire que ça devient très important pour les Chinois de prouver qu'eux aussi ont une philosophie. Parce que c'est un enjeu de prestige et de pouvoir. Bon, donc ça c'est, évidemment je simplifie un peu, mais je pense que le projet de Fengyolan est vraiment animé par cette volonté-là. Bon,
Alors, Marcel Granet, c'est complètement autre chose. Marcel Granet n'est pas chinois. Hein. C'est un produit de la discipline critique française et notamment de ces sciences humaines, hein, qui commencent en fait à s'élaborer, hein, à partir des années 1920 et 1930 en France, c'est-à-dire la sociologie, hein, l'ethnologie, etc. Hein, donc Marcel Granet, qui a fait sa carrière, hein, puisque nous sommes obligés de parler de carrière, a fait sa carrière à l'école pratique des hautes études, hein, est un produit justement de ces sciences humaines naissantes en France. Et donc, c'est quelqu'un qui a appliqué donc les méthodes, notamment de la sociologie, hein, et de l'ethnologie au domaine chinois. Hein. Donc, ce qu'il a fait dans la pensée chinoise, hein, ça n'est pas en fait une histoire donc des auteurs. Hein, c'est en fait il a voulu dégager ce qu'il appelle les schèmes fondamentaux de la pensée chinoise. Hein, donc, d'une certaine manière, Marcel Granet a été un pionnier et certaines de ses intuitions restent tout à fait valables. Hein, ce qu'il a dit justement sur la dualité yin-yang, hein, sur le cycle, hein, des 5 phases, etc., reste tout à fait intelligent et valable. Ceci dit, la sinologie européenne s'est beaucoup développée depuis les années 1930, hein, notamment après la Deuxième Guerre mondiale. Hein, vous avez en fait une poussée de la sinologie anglo-saxonne, hein, parce que les Américains se sont aperçus avec la Deuxième Guerre mondiale que la zone Asie-Pacifique était importante, hein, et donc après la Deuxième Guerre mondiale, vous avez en fait cette impulsion de la sinologie occidentale, hein, qui a fait que les intuitions de Marcel Granet, tout en restant vraies, demandent à être mises à jour quand même. Hein. Donc voilà, je pense que c'est à peu près ce que je peux dire sur ces 2 monuments. Hein. Et votre contribution? Ma contribution, en fait, elle ne se situe pas au même niveau, hein, dans la mesure où, encore une fois, c'est le résultat d'une expérience d'enseignement. Hein, c'est-à-dire que je dis toujours aux étudiants que c'est avec eux et pour eux, hein, que ce livre s'est fait. Hein. C'est-à-dire que c'est un livre qui s'est nourri justement de ce dialogue, de cet échange permanent donc avec tous ceux qui ont bien voulu me parler avec moi. Hein. Et donc, on pourrait dire que c'est quelque chose qui est véritablement, en fait, qui est ce résultat d'une expérience d'enseignement. Voilà. Donc, je pense que le plus beau compliment qu'on puisse me faire, hein, c'est de me dire que j'ai entendu des gens me dire moi je ne connaissais rien en fait à la culture chinoise, je suis coiffeur, dentiste, ce que vous voulez, hein, et au début le livre me faisait peur, hein, et je me suis aperçue qu'à la page 153, hein, je suivais toujours. Bon, donc ça c'est vraiment le plus beau compliment qu'on puisse me faire. C'est-à-dire que c'est ma conviction que la culture chinoise n'est pas le monopole, hein, des Chinois. C'est quelque chose qui a vraiment quelque chose à dire, hein, dans d'autres cultures, parce que c'est un message profondément humain. Hein, et je crois que l'humanité se rejoint aussi à la racine. Bueno, simplificando, pues
lo que sería el filósofo Feng Youlan, filósofo chino, sería sobre todo introducir o hacer que el pensamiento chino es al final una filosofía y entrar, digamos, en lo que es el pensamiento filosófico universal, quizá, ¿no? Es una lucha bastante grande y muchas veces para que se pueda reconocer este hecho. Y también quizás el intento de Feng Youlan de demostrar que finalmente todos los elementos que hay en el pensamiento occidental, o sobre todo europeo, están en el pensamiento chino. Por otra parte, en lo que es Marcel Granet, que es un sinólogo francés, también que su libro no es una historia del pensamiento chino, pero su fuente es la sociología y la etnología y por lo tanto principios, digamos, de cómo funciona el pensamiento chino. Y por otra parte, en lo que es la propia profesora Anne Cheng, lo que quiere de este libro y su aportación sería como profesora, como enseñante, y del diálogo con sus alumnos, es lo que se ha hecho con todos sus alumnos. Bien, vamos a terminar rápidamente, nous allons finir. Peut-être très rapidement, ¿cuánto tiempo le ha costado escribir este libro? Combien de temps vous avez mis pour faire ce livre? Je crois que c'est en tout à peu près une dizaine d'années. Entre l'idée de synthétiser justement tout ce qui est ressorti de mes années d'enseignement et le moment où j'ai enfin apporté le bébé à l'éditeur, à peu près une dizaine d'années. Donc quand les lecteurs me disent vous savez, j'ai pas encore fini de le lire, je dis prenez votre temps, moi j'ai mis 10 ans à l'écrire, donc vous pouvez prendre tout votre temps pour le lire. Bueno, como son unos 10 años, también quisiera preguntarle quizá más personalmente, ¿cuáles son los pensadores chinos que más le gustan y por qué? ¿Quels sont vos penseurs préférés et pourquoi, si vous en avez? Là, ce serait comment dire, c'est un exercice difficile. Simplement, je dois dire que j'ai une prédilection pour les auteurs dits confucéens. Et alors là, probablement parce que j'ai commencé par m'intéresser aux entretiens de Confucius, puisque ça a été mon premier travail sinologique, de traduire, encore une fois, nous sommes toujours dans la traduction, de traduire les entretiens de Confucius en français, mais je crois pas seulement. Je crois que dans la potion magique dans laquelle je suis tombée, il y avait une grosse proportion de tradition confucéenne, puisque mes ancêtres sont des lettrés, autrement dit donc des représentants de cette élite confucéenne dans la société chinoise. Et donc là, je crois que la potion que j'ai dans laquelle je suis tombée étant petite m'a un petit peu prédéterminée. Bon, ceci dit, la prédilection pour les auteurs confucéens est devenue une conviction. Et je le vois quand je suis en confrontation avec des collègues qui sont spécialistes, par exemple, du taoïsme. J'en profite pour évoquer la mémoire de ma défunte collègue Isabelle Robinet, qui était une éminente spécialiste du taoïsme. Nous étions très amis, mais nous nous disputions tout le temps.
hein, parce qu'elle elle me traitait de confucéenne et moi je la traitais de taoïste. Là, je dois dire que là, il y a effectivement une bifurcation dans le type de conviction. C'est-à-dire que les taoïstes, là je simplifie, hein, mais privilégient une certaine forme de culture de soi, hein, alors que les confucéens ne perdent jamais de vue, hein, que nous sommes dans la relation humaine, hein, et que les autres, il s'agit de les intégrer, hein, dans sa façon de vivre, hein, alors que les taoïstes pourraient se passer disons, de la relation sociale. Hein. D'ailleurs, ils préféreraient se passer de la relation sociale. Hein. Alors que les confucéens ont bien conscience que nous venons au monde dans le lien humain et dans le lien social. Donc, moi, je vis dans cette conviction-là. Alors, Madame Han Cheng est confucéenne. Hein, et elle a aussi parlé d'Isabelle Robinet qui a écrit surtout sur le taoïsme, et elle a expliqué un petit peu ces débats entre le taoïsme et le confucianisme. Donc je pense qu'on continue depuis bien longtemps ce débat entre confucéens. Ah. Nous sommes tellement dans la traduction que... Es confucianista. Bueno, yo no sé. Tú estás confundido. Yo estoy confundido. Bueno, sí, del confucianismo ya no voy a saber lo que voy a decir. Y también de Isabelle Robinet, esta profesora que ha escrito sobre el taoísmo, que era taoísta. Y la última pregunta, la dernière question, quizás un poco delicada, peut-être un peu délicate, y difícil. ¿Cuáles pueden ser las relaciones entre el pensamiento chino clásico y el pensamiento de Mao, ¿no? Quelles peuvent être les relations entre la pensée chinoise classique et la pensée de Mao? Vous me demandiez tout à l'heure quels étaient mes auteurs préférés. Je n'ai pas donné de nom, mais ce que je peux dire clairement maintenant, c'est que Mao ne fait pas partie de mes auteurs préférés. Bon, donc c'est un auteur que j'ai peu fréquenté, mais là, certes, on pourrait dire qu'on pourrait reconnaître certains, disons certains fils, certaines racines, certaines filiations, hein, entre justement justement la dialectique maoïste avec justement certains auteurs, notamment des auteurs dits néo-confucéens, comme Wang Yangming, hein, c'est un auteur du XVe siècle. Hein, on peut tracer des filiations, hein, mais encore une fois, la pensée maoïste ne fait pas partie de mes préoccupations centrales, disons. Bueno, el pensamiento de Mao no son preocupaciones de la profesora Han Cheng, pero sí seguramente hay raíces. Pero con esto quisiera acabar para no molestar a toda la audiencia. On va arrêter avec tout cela et vous remercier de votre présence et de ce que vous avez fait, agradecerle de su presencia y todo lo que ha dicho. Nada más con esto. À moins que vous vouliez dire quelque chose. Non, je voulais simplement vous dire merci à vous de la qualité de votre écoute, hein, parce que ça, c'est une question de chi, vous savez. On sent tout de suite la qualité du chi, hein, qui circule. Hein, donc, merci à vous. Pues muy bien, con esto levantamos la sesión. Gracias.